Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est une sorte de clé, une clé que je vous offre là comme ça. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui l'invente bien sûr. Le Führer incarne le régime, donc si son corps décline, le Reich faiblit si vous voulez. Et pour retarder cette chute, on triche, on stimule, on masque, on injecte. Hitler n'est pas le seul à tomber dans cette spirale, bien sûr, mais lui, c'est quand même le sommet, le point central du pouvoir. Sa dépendance devient tout simplement le baromètre secret de la chute. À mesure que la guerre tourne mal, les doses vont augmentant. La cocaïne est injectée dans ses yeux pour soulager carrément une infection. Le caudal devient quotidien. La pervitine s'ajoute au cocktail. En 1944, selon les analyses des carnets de Morel, Hitler est un toxicomane complet, un poly-intoxiqué. Et ça a des conséquences. Il devient plus paranoïaque, il soupçonne ses officiers, il se méfie, bon, parfois il a raison, il se méfie de ses généraux, il s'enferme, il parle de trahison sans arrêt, de complot, il s'isole dans son quartier général souterrain à la fin, il délire sur des divisions carrément imaginaires, il croit à des armes miracles, il ne voit plus du tout la réalité, il la ressent en fait chimiquement. C'est quand même une tragédie pharmaceutique, si vous voulez. Et pourtant, jusqu'à la fin, il parle avec force, il tremble, il sue, il titube parfois, mais il parle, il continue de donner des ordres, il reçoit, il inspecte, il condamne. Et Morel est toujours là, prêt à piquer, à ajuster toujours le mélange. Et un jour, alors que le front est en train de s'effondrer, Hitler dit à ses aides de camp « Je suis en pleine forme, j'ai jamais été aussi lucide ». Alors c'est peut-être vrai, mais c'est pas lui en réalité, c'est la drogue qui le tient. Et personne n'ose lui dire le contraire. Le dictateur est seul, mais sous influence. Il croit encore au destin. Il ne sait pas, ou en tout cas il veut pas savoir, qu'il n'est plus qu'une sorte de marionnette biologique tirée par des fils chimiques, si vous voulez. Berlin, automne 1944. Dans un bureau de la Wilhelmstrasse, un jeune officier SS reçoit à ce moment-là un étrange colis. À l'intérieur, des fioles numérotées, un mode d'emploi et quelques pilules. Tout ça est estampillé du haut commandement. C'est un nouveau tonique mis au point à la hâte dans un laboratoire secret de Sachsenhausen. Sachsenhausen, comme on dit, mieux pardon pour les accents. La mission de l'officier, le tester sur le terrain. Il s'agit de gagner du temps, d'user jusqu'à la corde les dernières forces du Reich, même au prix de la folie. Parce que le Troisième Reich, à ce stade, c'est fini, il ne croit plus aux armes. Il croit encore à la chimie, mais les armes, c'est fini. L'année 1944 marque évidemment un tournant. Après Stalingrad, après le débarquement de Normandie, le Reich comprend que la guerre est perdue. Mais il refuse de l'admettre. Et plutôt que de négocier, il accélère. Il entre dans une sorte de spirale d'auto-intoxication frénétique. La Wehrmacht est épuisée. Les soldats sont jeunes, ceux-là, mal formés, sous-équipés, et pourtant on leur demande des exploits. Alors on ressort la pervitine, on dope les nouvelles recrues, on imagine des combinaisons encore plus puissantes, plus violentes, plus immédiates. La logique de production s'efface, place à l'urgence, place à l'expérimentation. Le service médical des SS, en lien avec l'industrie pharmaceutique, lance un projet, le projet DX, une pilule de la dernière chance, mélange de 3 composants, pervitine, eudal et cocaïne. Le but ? Supprimer sommeil, douleur et peur. Créer, si vous voulez, encore une fois, une sorte de super combattant, une bête de guerre mécanique capable d'endurer l'enfer jusqu'au bout. Et pour tester ce poison de synthèse, on utilise, vous l'imaginez bien, des déportés. Au nord de Berlin, le camp de concentration de Sachsenhausen devient en 1944 un laboratoire clandestin tout simplement. Sous la direction du médecin SS, du docteur Helmut Vetter, plusieurs prisonniers politiques sont choisis. On leur administre les pilules, les fameuses DX, puis on les force à marcher. Harnachés comme des soldats chargés de lourds sacs, ils doivent arpenter une cour glacée exprès pendant des heures. Résultat,
Hallucinations, convulsions, effondrements, plusieurs vont mourir d'épuisement, d'autres deviennent littéralement fous, mais le régime, dans sa logique hallucinée, considère ça comme un succès partiel, mais un succès. La résistance à la douleur a bien augmenté, c'est ce qu'on note dans les rapports. On pourrait imaginer alors de nouvelles versions. Les drogues deviennent la dernière frontière. On tente d'en faire des vaccins contre la peur, des anesthésiants de la défaite. Pendant ce temps-là, sur le front, les jeunes recrues, des adolescents parfois, reçoivent des comprimés sans savoir ce qu'ils contiennent. Ils combattent jusqu'à la mort, les yeux écarquillés, ça c'est noté par les combattants d'en face, la bouche sèche, les mains tremblantes. Certains sont retrouvés morts, leur corps figé dans une sorte de crispation étrange, le regard encore fixé vers l'ennemi. Et la guerre devient une véritable transe collective. Hitler, dans un brouillard de drogue, continue d'administrer ce qui reste du Reich, au centre du cauchemar. En 1944, son état physique est catastrophique, ça on connaît, hein. Il souffre de tremblements violents, de spasmes, de diarrhée incontrôlable, il peut plus se déplacer qu'en claudiquant, il dort mal, il mange quasiment plus, il rumine sans fin, et pourtant chaque jour, le médecin, Morel, continue ses injections. La posologie est en train carrément d'exploser. Cocaïne pour les yeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Eucodal pour la douleur, pervitine pour l'énergie, barbiturique pour la nuit. À ça vont s'ajouter des extraits d'organes animaux, des hormones de préparation expérimentale. Il ne se sent vivant qu'après sa piqûre, c'est ce qu'il disait lui-même. Morel me ressuscite, etc. Mais c'est plus de la résurrection à ce niveau-là, c'est de l'acharnement médical. Les témoins racontent un homme qui parle tout seul, encore une fois, hein, qui répète les mêmes phrases, qui prend des décisions incohérentes, il ordonne des contre-attaques littéralement impossibles, il croit en des armées imaginaires, tout ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il refuse d'évacuer Berlin. Il vit cette fois dans un monde chimique, un monde où il est encore invincible, où la victoire est encore possible, où la volonté triomphe du réel, mais ce monde-là est une véritable hallucination sous perfusion. Partout dans le Reich, la chimie devient un refuge, les blessés reçoivent plus d'opiacés que jamais, les populations civiles sont encouragées à prendre des toniques pour tenir, vous imaginez ça, on distribue des barbituriques dans certaines maternités, on parle d'utiliser la morphine pour euthanasier les vieillards en cas d'invasion soviétique. À l'arrière, les élites aussi se droguent. Göring, depuis longtemps, lui, est accro à la morphine, on le sait. Il vit reclus dans un monde là totalement flou, obèse, malade, déconnecté. Himmler reçoit des préparations vitaminées pour purifier son esprit. Des membres du ministère de la propagande prennent des stimulants pour continuer à produire des discours totalement vides. Jusqu'au bout, si vous voulez, on veut faire croire, même si plus rien ne tient, on veut faire croire que ça va aller. La chute du Reich est un peu une mauvaise descente, si vous voulez, une descente réellement au sens propre, un mauvais trip. Et le dernier trip, eh bien, avril 1945, dans le Führerbunker, Berlin est assiégé, les bombes tombent de partout, les troupes soviétiques approchent, Hitler s'est replié dans son bunker, son Führerbunker, abri énorme, vous savez, bétonné, moisi, sans lumière du jour. Il va vivre reclus comme ça, enfermé, blafard, uniquement soutenu par les doses de son médecin. On tente une dernière parade, on l'informe qu'une colonne allemande va le libérer. Alors il y croit, il parle encore carrément de contre-offensive, il pense que la loyauté du peuple va triompher, mais ses ministres défilent, résignés, certains pleurent, d'autres sont déjà en train de se suicider. Et Morel continue lui d'injecter cocaïne, Eucodal, glucose, l'ultime cocktail, en fait. Et puis un jour, Hitler le fait congédier, sans explication. Peut-être parce qu'il sait, peut-être parce qu'il veut choisir sa fin, ou parce qu'il ne supporte plus d'être vu aussi dépendant, on ne sait pas. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.